La question du Proche et du Moyen-Orient est une question complexe, mais qui peut être traitée en composition assez aisément si on trouve les articulations chronologiques pertinentes. Alors on le sait, cette région du Proche du Moyen-Orient connaît une situation de conflit permanent pratiquement depuis le début du siècle. C'est donc une constante, c'est donc une espèce de fil rouge qu'il faudra évoquer dans l'introduction, une région qui a toujours connu une situation de conflit. Conflit est un terme qu'il faut interroger. Conflit, ce n'est pas seulement des guerres, ça peut être aussi des tensions, par exemple pour l'appropriation de certaines ressources, les ressources pétrolières. Le conflit, c'est aussi l'expression de la guerre froide entre les soviétiques, les américains, qui pourtant ne sont pas en guerre dans cette région. Alors, évidemment, quand on a un sujet qui démarre en 1945, puisqu'on choisit de faire démarrer ce sujet après la Seconde Guerre mondiale, on a tendance à penser à deux parties, l'une qui traiterait la question au temps de la guerre froide et l'autre après la guerre froide depuis 1989. Comment trouver une troisième partie pour faire un plan plus équilibré ? On retrouve donc dans ce plan en trois parties le découpage qui était annoncé précédemment entre une étude de la région après la guerre, au moment de la guerre froide, à l'époque où le conflit américano-soviétique est un des enjeux de la région, et puis une troisième partie où on évoquera des problèmes plus récents depuis que la guerre froide a pris fin. Mais il paraît nécessaire de revenir un peu en arrière, quitte à remonter plus loin chronologiquement qu'en 1945, pour expliquer la spécificité de cette région, sa complexité culturelle, historique, car sans exposer ces problèmes initiaux, on aura du mal à comprendre les conflits qui se déroulent au Proche et au Moyen-Orient à partir de 1945. Donc un sujet dans lequel il y a beaucoup de connaissances à mobiliser, des connaissances qui doivent donc être présentées de façon méthodique. Donc on revient un peu en arrière dans la première partie pour expliquer les enjeux complexes qui ont conduit à une situation de conflit. On commence par évoquer la complexité de cette région qui est une espèce de mosaïque culturelle et religieuse. Mentionner l'opposition entre musulmans sunnites et musulmans chiites, et par exemple, tout à fait important, sans omettre bien sûr la présence juive ainsi que la présence de communautés chrétiennes. On rappelle que cette région a toujours été un peu sous tutelle. Avant la Seconde Guerre mondiale, la région du Proche et du Moyen-Orient était sous mandat anglo-français. En fait, ce qu'on va montrer, c'est qu'après 1945, ce sont les Américains qui prennent un peu le relais des Européens dans la région et qui continuent à exercer une forme de domination. Rappelons aussi que cette région est issue du démembrement de l'Empire ottoman et qu'elle a eu beaucoup de difficultés à créer des frontières stables et reconnues par tous. Enfin, le problème israélo-arabe, qui est évidemment central, doit être évoqué, puisqu'à partir de 1945, au nom du principe du sionisme, c'est-à-dire le droit pour les Juifs à disposer d'un État en Palestine, une immigration massive de Juifs vers la Palestine va se produire, ce qui va susciter des réactions de la partie arabe et être à l'origine du conflit entre l'État d'Israël et les États arabes. Alors, dans une deuxième partie, on évoque la situation du Proche et du Moyen-Orient pendant la guerre froide. Donc, si on dit guerre froide, c'est que les deux grands, les États-Unis et l'Union soviétique, sont en jeu. Le Proche et le Moyen-Orient est un de ces lieux de déplacement de la guerre froide, qui commence, on le rappelle, en Europe, qui se poursuit en Asie et qui ensuite va semer comme des espèces de germes aussi dans cette région. Et il y aura un conflit entre les deux grands qui se partagent l'influence de certains États. L'Arabie saoudite, par exemple, est sous protection américaine. La Syrie, en revanche, est aidée par l'Union soviétique. Et puis d'autres États ont une position plus complexe puisqu'ils passent de l'un à l'autre. C'est le cas de l'Égypte, qui au départ est plutôt cliente de l'Union soviétique et qui, à partir de Anwar el-Sadat, va devenir une espèce de protégé des États-Unis. Il peut être utile de
mentionner la doctrine Eisenhower, du nom du président américain, qui décrète que la région fait partie des intérêts vitaux des États-Unis. Alors, fatalement, à partir des années 50, la région va être un des acteurs majeurs du tiers-monde, en particulier l'Égypte du colonel Nasser, et à ce titre, il faut prendre le temps d'expliquer la fameuse crise de Suez en 1956, consécutive à la nationalisation du canal par le colonel Nasser. Le conflit israélo-arabe, qui est émaillé par plusieurs guerres, guerre en 1948, dès la proclamation de l'État d'Israël, guerre des 6 jours en 1967, guerre du Kippour en 1973, doit être évoqué de façon méthodique pour comprendre qu'il y a bien eu des conflits armés dans cette région dont Israël était toujours partie prenante. Alors, il pourrait y avoir une espèce de problématique propre à la troisième partie, parce qu'on peut se demander si la disparition de l'URSS, la fin de la guerre froide, a eu véritablement des conséquences sur une région qui demeure un foyer de conflit, quoi qu'il en soit. Alors, c'est le moment d'évoquer l'importance des ressources pétrolières, notamment, et d'insister sur la présence américaine dans la région, qui n'est pas seulement motivée par la question du pétrole, puisqu'on n'oubliera pas de citer les 2 interventions américaines en Irak, en 1991 et en 2003, ce qui signifie une présence durable des États-Unis dans la région. Le conflit israélo-arabe se modifie à partir des années 1990 et se transforme en conflit israélo-palestinien avec les 2 intifadas, révolte des pierres, où la population palestinienne s'en prend à ce qu'elle considère comme une occupation israélienne. Enfin, évidemment, on évoquera les nouvelles menaces, les nouvelles tensions liées à des événements plus récents, et à ce moment-là, on ne mettra pas de citer le regain de l'islamisme, dont la région du Proche et du Moyen-Orient est le berceau, ainsi que les printemps arabes qui, en 2011, ont agité considérablement cette région. La conclusion du devoir doit vraisemblablement reprendre ce qui a été dit au début, c'est-à-dire qu'on a affaire à une région où le conflit est permanent. C'est une région qui vit dans le conflit et dont le conflit est constitutif de l'histoire depuis 1945 à travers des séquences différentes. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, il y a conflit. Depuis la fin de la guerre froide, il y a également conflit. Alors, on serait tenté de conclure en se demandant est-ce que c'est une région qui connaîtra un jour la paix? On n'en sait rien. On peut néanmoins, dans la conclusion, faire un bilan un petit peu pessimiste en constatant qu'aujourd'hui, si on prend un exemple précis, par exemple celui de la Syrie, on est affaire à une région qui est encore en pleine guerre. Une dernière chose à mentionner, il serait erroné de faire tenir tout le devoir sur la question du conflit israélo-arabe. Parce que, comme on l'a dit, c'est un fil rouge, on le retrouve à l'origine, à la fin du problème, mais ce n'est pas que cela. Il faut aussi évoquer les autres sources de tension qui ne sont pas liées à la politique d'Israël. Par ailleurs, il peut être tentant de faire une partie entière sur le conflit israélo-arabe, quitte à revenir en arrière sur la chronologie. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, et on peut trouver préférable, à différents endroits du devoir, de rappeler que ce conflit israélo-arabe est une constante de l'histoire de la région.